Bonjour, alors avec cette vidéo, je voulais parler un petit peu du monde d'après, parce que vous entendez souvent dans les médias, etc. Beaucoup de personnes, beaucoup de médias parlent du monde d'après, de ce que pourrait être le monde d'après, etc. etc. Donc moi je pars d'un constat simple, qui j'espère est assez, je pense assez lucide, j'espère qu'il soit assez lucide. C'est en fait que notre société est confrontée, et ce depuis des années, à des problèmes de trois ordres, des problèmes sociaux, des problèmes écologiques et des problèmes démocratiques. Et de plus en plus, en fait, on est dans une société qui épuise le vivant, qui épuise donc autant la nature que les humains. Et donc, du coup, voilà, les problèmes sociaux, démocratiques et écologiques. Les problèmes sociaux, c'est quoi? C'est la précarité. Tout ce qui est précarité, c'est, vous savez, il y a en France 8-9 millions de pauvres. Donc on est pauvre à partir du moment où on gagne moins du seuil de pauvreté, donc qui est, je crois, entre 950 et 1000 euros par là. Et donc, voilà, c'est les problèmes sociaux, c'est la précarité, c'est le chômage, et c'est donc les petits boulots. De plus en plus, on a généralisé, en fait. Moi je pense que la France, en fait, une des maladies de la France, c'est la précarité. Et depuis des années, c'est pas depuis hier, c'est depuis des années. Et je parlais des petits boulots juste avant, et eh bien c'est le fait d'être de plus en plus de contrats qui sont signés. Vous savez, 80% des contrats qui sont signés aujourd'hui en 2020, sont des contrats, sont des CDD, donc des contrats à durée déterminée, donc des stages, de l'intérim, etc. Des petits contrats en fait. Et ces petits contrats-là, ça ne permet pas de se projeter dans le futur. Ça ne permet pas ça. Donc, en plus, c'est souvent des petits contrats, c'est souvent très faiblement payé. Et comme le contrat va se terminer, etc., donc on ne peut pas se projeter en fait durablement dans l'avenir, en fait. Et donc, ce mal de la précarité, c'est un mal profond, c'est un mal qui ronge peu à peu la société, qui produit beaucoup de choses très négatives, comme par exemple l'exclusion, l'isolement, le suicide aussi, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple au chômage aussi, qui se suicident. Donc la précarité, vraiment, pour moi, c'est le défi numéro un du monde d'après. En fait, voilà, 9 millions de pauvres, les petits contrats, les jobs précaires, etc., les petites payes. Donc voilà, le contrat il est là. Mais moi, personnellement, je n'aime pas critiquer sans proposer. Je trouve que c'est trop facile. Pardon. Critiquer sans proposer, je trouve que c'est trop facile. Donc, on a fait le constat là que beaucoup de personnes peuvent partager ce constat de la précarité, une forme de misère, une forme qui est de plus en plus répandue, de plus en plus répandue. Et en plus, il y a un petit peu la double peine aussi pour les pauvres. C'est-à-dire que d'un côté, ils sont pauvres, donc déjà c'est une difficulté au quotidien, et en plus de ça, ils sont montrés du doigt dans la société, et ils sont parfois insultés. Hein, on l'a vu, par exemple, cette phrase incroyable. Il y a ceux qui, dans une gare, il y a ceux qui sont tout et ceux qui ne sont rien. Mais alors ça, c'est incroyable. Parce que moi, personnellement, je ne juge pas la réussite d'une personne à son, à son, à son, à son habillement, à son statut social. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que la réussite dans la vie? Ça, c'est une vraie question aussi. Mais non, la réussite, c'est pas d'avoir un costard cravate. Pour moi, en tout cas, ça veut rien dire. Voilà. Pour moi, la réussite, même si c'est pas le sujet de la vidéo, c'est faire ce qu'on aime. C'est faire un boulot qu'on aime. C'est pouvoir vivre ses passions. C'est voilà de connaître ses talents et de les exploiter.
Voilà, d'être, de vivre de manière, voilà, de se trouver soi-même, d'être équilibré. Voilà, pour moi c'est ça, je veux dire, qu'on peut dire on a réussi sa vie, voilà. C'est pas sur la fiche de paye en fait. C'est pas du tout sur la fiche de paye. Parce qu'on peut trouver beaucoup de gens très, très fortunés, puis qui sont pas heureux. Hein, ces personnes très fortunées parfois ne sont pas heureuses. Donc voilà, du coup, la réussite, c'est. Mais voilà, donc du coup, la précarité, les gens ils sont pauvres, et en plus ils se font insulter. Et en plus, il y a des politiques antisociales, notamment dans les villes, par exemple, si on parle par exemple des SDF, par exemple. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne aussi, pas mal. Et donc, la question des SDF, c'est que en France, combien il y a de SDF? C'est, je crois, 150 000, mais à vérifier, je ne suis pas sûr des chiffres. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de SDF qu'avant. Moi, dans ma ville de Lyon, je l'ai constaté. Et en plus, voilà, tout le monde, enfin, vous êtes au courant aussi, les personnes avant qui étaient à la rue, je sais pas moi, dans les années 70-80, ça pouvait être aussi des personnes qui ont un peu choisi cette vie-là, en fait. Mais aujourd'hui, pas du tout. Et les gens qui sont à la rue souffrent vraiment, etc. Et en plus, il y a des travailleurs pauvres aussi qui dorment dans leur voiture aussi, donc ça veut dire des SDF qu'on ne voit pas. Voilà. Pourquoi aussi? Parce que dans ma ville de Lyon, alors pas que à Lyon, hein, c'est le cas dans plein d'autres villes aussi, il y a une politique anti-SDF qui est menée, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire par exemple en termes de bancs. Ils ont coupé les bancs, mais ça c'est pas que à Lyon, hein, c'est dans plein de villes, ils ont pour empêcher que les SDF dorment. Alors ça c'est vraiment incroyable. Ça c'est vraiment incroyable. Ça c'est vraiment, voilà, c'est ce que j'appelle ça, c'est l'exemple concret de la double peine. C'est-à-dire, on est SDF, c'est déjà une galère incroyable. Et en plus, la ville, l'État nous empêche quoi. Et puis il y a ça aussi, et puis il y a les arrêtés anti-mendicité aussi qui sont prises. Donc ça c'est incroyable, ça les arrêtés anti-mendicité. C'est souvent la mendicité, c'est bon une source de revenus minimale. Ça te permet pas de vivre, voilà évidemment vous en doutez, mais c'est vraiment c'est le minimum du minimum du minimum. Et bien même ça, l'État, les villes, etc. Condamnent la mendicité. Et donc, voilà, mais donc du coup après ça touche aux questions de priorité, etc., de la ville, etc. C'est des questions aussi très intéressantes. Mais du coup voilà, c'est la double peine, la précarité. C'est ça. Il y a le logement aussi. Il y a énormément des milliers, voire des millions de personnes qui sont mal logées, qui vivent dans des taudis, qui vivent dans des appartements délabrés, voilà, qui sont exploités par des marchands de sommeil, qui, je sais pas moi, voilà, vivent dans des greniers, dans des caves, je sais pas, dans des chambres de bonne, etc. Enfin vraiment, c'est une précarité liée au logement. Et vous savez en plus que le logement prend une part énorme du budget. Ça prend une part énorme du budget dans les budgets des ménages. Je crois que c'est un tiers des budgets des ménages qui part dans le logement. Le prix du mètre carré, etc., ça flambe, etc. Donc vraiment sur voilà, cette question, pour moi le monde d'après, ce sera un monde forcément qui doit régler cette question-là de la précarité. Et pour ça, donc là, le constat, voilà, les SDF, le mal logement, euh, les petits boulots, qu'est-ce qu'il y a encore, les petites retraites aussi, les retraités qui vivent avec 500, 600, 700 euros par mois. Euh, les personnes au RSA aussi qui vivent avec 400, 500 euros par mois et qui souvent on pointe du doigt, alors que beaucoup de gens il y a un taux de non-recours qui est très élevé en France sur les prestations sociales. Beaucoup de gens, c'est souvent on montre du doigt les personnes qui touchent les prestations sociales, mais beaucoup de gens ne font pas la demande des prestations sociales. Voilà. Et donc ça, c'est important aussi
C'est ce que j'essaye de faire moi sur le sujet de la précarité, mais systématiquement j'essaye de casser les préjugés que la société peut avoir sur tel ou tel sujet. Voilà. Par exemple, les prisons, par exemple, on entend souvent prison, c'est etc. Ils vivent bien, enfin, ils sont avec, je sais pas, moi, c'est un palace, etc. Alors que la France a été condamnée plusieurs fois pour l'état de ses prisons. Par la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Ils vivent dans je sais pas combien de mètres carrés, c'est tout petit, etc. Puis toute la politique de réinsertion, etc. Et il faudrait regarder, à mon avis, ce qui se passe dans d'autres pays. Par exemple, dans la vidéo précédente, j'avais parlé de l'alimentation, qu'on devrait s'inspirer des étiquetages dans un pays d'Amérique du Sud. Et là, sur l'état des prisons, on devrait s'inspirer de ce qui se passe en Norvège, par exemple. J'avais vu un documentaire là-dessus, et ces prisons ouvertes. Oui, les prisons ouvertes, ça va peut-être vous choquer, mais figurez-vous que les prisonniers ne s'enfuient pas. Voilà, n'hésitez pas à regarder ce documentaire-là sur Arte, ouais, sur les prisons. Voilà, c'était en Norvège, je crois. Donc du coup, voilà. Donc il faut casser à tout prix les préjugés, du coup, et notamment voilà, sur la précarité. Donc la précarité, voilà, la France est malade de la précarité, ça fragilise psychologiquement les gens. J'avais parlé du taux de suicide tout à l'heure, aussi qui est élevé chez les chômeurs. Et du coup, où je reparle encore une fois du jeune Anas qui à Lyon, j'en avais parlé dans ma présente vidéo, donc, qui s'est immolé donc, à cause de la précarité, etc. Donc du coup, voilà, la précarité tue, la précarité fragilise psychologiquement les gens. Et donc, et encore, voilà, je redis ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que si on serait dans un pays du tiers-monde, etc., je comprendrais que ce soit un peu la galère, etc. Mais là, on est la cinquième, sixième, septième puissance économique du monde. Donc, à un moment donné, il y a de l'argent. Voilà. Et là, c'était donc le constat. Et puis les propositions, ben, c'est des propositions pour simplement faire en sorte que les personnes sortent la tête de l'eau. Simplement ça. Donc, par exemple, une proposition d'augmenter les salaires, qui, comme je l'avais dit aussi, est une mesure sociale et une mesure écologique aussi, pour permettre aux gens de consommer mieux des produits issus de l'agriculture biologique, etc., les circuits courts, locaux, etc. Voilà, il y a l'augmentation des salaires, il y a aussi en termes de loyer aussi, parce que vous savez qu'il y a l'interdiction des expulsions locatives qui est durant toute la trêve hivernale. Mais la trêve hivernale, c'est jusqu'en mars, grosso modo. Et donc, du coup, après, vous êtes à la rue, la rue tue autant l'hiver que l'été. Hein. Et donc, il faudrait interdire les expulsions locatives, mais tout au long de l'année, en fait. Tout au long de l'année. Et puis, il faut investir dans le fonds d'aide, le fonds pour la garantie pour les loyers. Vous savez, donc quand une personne ne paie pas son loyer, eh bien voilà, il y a ce fonds d'aide. Bah, faudrait, pour les propriétaires, etc., faudrait abonder ce fonds. Donc voilà, en termes de salaire, en termes de logement, en termes de TVA aussi, parce que la TVA, c'est vraiment un impôt qui prend beaucoup d'argent aussi dans la poche des ménages. Donc il faudrait bloquer la TVA et le baisser même sur les produits de première nécessité. Bon voilà, donc il faudrait prendre des mesures sociales fortes pour améliorer la vie des gens. Donc voilà, ça c'était le volet un peu social. Le volet écologique, hein, c'est un constat très simple. En 40 ans, 50% des espèces ont disparu. L'état de nos océans, bon, c'est dégueulasse. Voilà, la pollution, le CO2, ça favorise le dérèglement climatique, etc. Donc en termes écologiques, vraiment, les abeilles, toutes les espèces, tous les insectes qui disparaissent, on vit dans un monde de plus en plus, dans des villes de plus en plus bétonnées aussi. Donc ça, faut vraiment changer aussi parce qu'il y avait les municipales là dernièrement. Et donc vraiment, j'ai regardé pas mal de débats sur les municipales, pas que dans ma ville à Lyon, mais dans plein d'autres villes aussi. J'ai regardé et souvent ça revenait, c'est un
un enjeu fondamental l'écologie, mais dans les villes aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas que Lyon, dans plein d'autres villes, ils ont bétonné à fond, etc., etc. Et maintenant, on se pose vraiment la question de la débétonisation des villes, de la végétalisation des villes, des cours d'école, etc. De rendre la ville plus, plus propre, plus écolo, plus vivable en fait, du coup. Voilà, rendre un petit peu la ville plus vivable. Donc les problématiques écologiques, voilà, c'est le réchauffement climatique, le rapport du GIEC, c'est euh, voilà, toutes les maladies liées à l'asthme qui augmentent, qui sont en forte augmentation. À Lyon par exemple, il y a une école, je crois, qui est sur la colline de la Croix-Rousse, où les enfants ils ont beaucoup d'asthme, etc. Parce qu'ils sont juste au-dessus du tunnel de la Croix-Rousse. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait pour eux? Donc voilà, il y a plein de... Donc l'écologie, c'est vraiment fondamental. C'est la société de demain, etc. Et puis enfin, démocratiquement, les défis démocratiques. Donc les défis démocratiques, c'est... parce que moi je considère qu'en fait, de toute façon c'est pas moi qui considère, c'est la Cinquième République en fait qui est faite comme ça, qui concentre beaucoup de pouvoir, beaucoup trop de pouvoir dans les mains d'un seul homme, le président de la République. Et ça c'est pas normal. Et moi je défends l'idée de déprofessionnaliser la politique, de pouvoir révoquer les élus. Très important, révoquer les élus. Je l'avais pas forcément développé dans la vidéo précédente, donc révoquer les élus. Voilà, parce qu'on a le droit d'être pas. Si on est déçu en fait de notre élu, la personne qui nous représente, on doit pouvoir le révoquer. Alors, faut que ça soit, pardon, faut que ça soit du coup dans des, faut qu'il y ait des conditions. Donc, par exemple, au-dessus d'un de, enfin, ça dépendra des villes, etc. Même au niveau national, on peut imaginer ça. Donc voilà, pour révoquer les élus, si jamais ils sont corrompus, si jamais ils ne font pas ce pourquoi ils ont été élus, en fait, si jamais ils ne font pas pour quoi ils ont été élus, on doit pouvoir les révoquer. C'est démocratique en fait, c'est pas du tout l'anarchie, etc. C'est c'est au contraire, c'est démocratique, c'est rajouter, c'est mettre plus de démocratie. Donc voilà, révoquer les élus, donner plus de moyens au conseil de quartier, de gérer un petit peu le quartier, de proposer, de mettre en place des choses pour améliorer la vie des habitants. Le défi démocratique, voilà, c'est de faire plus de référendums, parce que comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, les gens ils veulent décider, ils veulent choisir, ils veulent oui, écrire leur avenir, etc. Donc ils veulent ça. Mais simplement, comme ils sont dégoûtés des fausses alternances qui se succèdent dans le pays, PS, etc., La République en marche, alors qu'il y a un fil conducteur, une même politique qui est menée finalement, en termes économiques, etc., et bien du coup, les gens sont dégoûtés. Mais ils veulent, les gens même, c'est naturel les gens de vouloir diriger leur vie, de vouloir contrôler des choses. C'est naturel, mais encore faut-il que la société leur permette de le faire. Et ça c'est autre chose du coup. Donc voilà, donc pour moi, voilà les trois défis que le monde d'après devra faire face quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, parce que c'est des défis vraiment qui se posent constamment et pas que depuis que le Covid. Le Covid a été juste un révélateur de ça, quoi. C'était un révélateur du manque, par exemple, de lits de réanimation, par exemple, on n'en avait que 5000, etc. On est arrivé très vite à saturation, en fait. C'est un manque de moyens, c'est un manque de moyens. Et comme je l'avais dit aussi, on a fermé les hôpitaux. Donc ça aussi, voilà, ferme les hôpitaux, etc. Faut une autre politique, on remette l'humain au cœur des choses, et en fait que tout parte de l'humain. Que tout parte de l'humain. Donc c'est-à-dire que les besoins élémentaires, moi c'est ça que je demande aussi, c'est que les besoins élémentaires de l'humain euh, puissent être, voilà, répondus. Enfin, je sais pas si c'est français, mais que
que les besoins de l'humain, en fait, voilà, on répond aux besoins de l'humain, voilà, vous avez compris. Donc voilà, qu'on réponde aux besoins de l'humain, un humain, donc les besoins vitaux de l'humain, bah, c'est se loger, se nourrir, euh, se soigner. Voilà, c'est les trois besoins vitaux de l'humain, ça. Se nourrir, se soigner, se loger. Après, il y en a d'autres, se cultiver, je sais pas, on va faire du sport, enfin, il y a plein d'autres besoins, mais les trois besoins vitaux, c'est ça. Et aujourd'hui, bah, en termes de santé, un tiers des Français renoncent à se soigner, renoncent à se soigner faute d'argent. L'alimentation, bah, ça aussi, c'est une alimentation très. Il y a beaucoup de pesticides très pollués en fait. Et alors ça, c'est très dramatique aussi. Beaucoup base de sucre, etc. L'alimentation qui est proposée à la masse, c'est une alimentation très faible en fait, très pauvre en fait, une alimentation très pauvre en fait. Par exemple, dans une pomme, je crois que dans les années 40-50, une pomme avait 10 fois plus enfin, était donnait beaucoup plus de vitamines que, je sais plus le chiffre, mais donnait beaucoup plus de vitamines qu'aujourd'hui, qu'une pomme aujourd'hui. Voilà, donc on est vraiment une agriculture très productiviste, etc. Donc l'alimentation, voilà, et se loger, bah, je l'ai dit tout à l'heure, donc le mal logement, les taudis, etc. Donc du coup, voilà, répondre à ces besoins. Et puis il y a les besoins en termes de culture, etc., etc. Je crois que le budget de la culture en France, je crois que c'est 1% du budget national. Donc il y a de quoi faire aussi quand on sait que la culture, c'est vraiment c'est central aussi dans le développement de la vie d'un individu aussi. C'est très important la culture aussi. Tout ce qui est théâtre, tout ce qui est etc. Parce on a tous aussi voilà, une fibre artistique aussi à développer, etc. Donc la culture c'est très important. Bon, bah, donc voilà, du coup voilà les objectifs, on va dire, les perspectives que moi j'aimerais bien que ce soit ces perspectives-là qui nous fassent basculer dans le monde d'après, quoi. Parce que sinon, c'est quoi? Sinon, bah, on revient avant, donc, il y a eu cette crise-là, mais vous savez, il y a aussi les crises, c'est fait aussi pour qu'on prenne conscience des choses aussi. C'est ni plus ni moins que ça aussi, les crises. C'est fait pour ça, ça nous sollicite en fait, parce que les crises, c'est pas sain, on pourrait dire, les crises en fait. Ça prouve bien que ça prouve bien que la société va pas. On avait la crise financière de 2008. Voilà, à l'époque on a renfloué les banques, etc. Sarkozy avait promis de moraliser le capitalisme. Bon, donc du coup voilà, en fait les crises elles sont là pour nous faire prendre conscience de ce qu'on doit changer en fait. Voilà, là c'est pas une crise financière, quoique ça risque de venir, mais c'est une crise sanitaire de santé. Mais du coup voilà, ça met bien en lumière que voilà, on n'est pas. Pour moi, un président de la République, dès qu'il arrive au pouvoir, mais son souci, ça doit être le bien commun, ça doit être le peuple, ça doit être un président de la République, par exemple. Moi, j'aimerais bien voir un président de la République qui dise voilà, apportez-moi les rapports sur le niveau, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, la santé, l'alimentation, le logement, et, et on va régler les problèmes. Mais là, en plus, cette mandature-là, ça fait 2 ans qu'elle est au pouvoir, voilà. Et moi, j'en entendais rien de cette mandature-là, pas plus que les précédentes. Mais du coup voilà, les gouvernants sont là pour briller en fait, sont là pour le poste en fait. Voilà, Macron, voilà, il se balade, tout ça, dans les pays, il se fait voir, mais c'est tout quoi, il s'occupe pas des problèmes des gens. Les problèmes des gens, voilà, il y a eu le grand débat national, vous savez, l'année passée, je crois, ou en 2018, ouais, fin de l'année passée, je crois. Mais ça sert. Enfin, moi, les personnes qui ont participé, voilà, je dis rien, ils ont essayé de participer parce que les gens, forcément, ils ont une vie, ils ont des difficultés, ils voulaient les mettre. Mais
Les difficultés, on les connaît en fait. Ce qui est ressorti du débat national, on les reconnaît. Voilà, c'est ça, c'est les défis que j'ai parlé tout à l'heure en termes sociaux, la précarité, le mal logement, le chômage. Voilà, on le sait ça. Mais voilà, et puis aucune mesure n'a été prise après, aucune, rien. Au contraire, il y a eu la réforme des retraites qui est arrivée, qui était demandée par personne, hein, la réforme des retraites qui était demandée par personne, qui arrive là comme ça, qui met des millions de gens dans la rue, etc. Donc voilà, à un moment donné, voilà, si les gouvernants sont tellement déconnectés à ce point-là, c'est pas. Mais est-ce qu'ils sont vraiment déconnectés ou est-ce qu'en fait ils s'en fichent tout simplement de la vie des gens, hein. Parce que voilà, donc tout simplement, donc voilà, pour moi, des vrais gouvernants, mais même à l'échelle d'une ville, par exemple, un maire, un député, etc., toutes les échelles en fait, et bien du coup, les gens doivent s'occuper des problèmes des gens et pas être là à flâner, etc., à manger les petits fours, à profiter bien du système, profiter des privilèges du fric, etc. Non, on est en politique. Moi, la vision que j'ai de ça, et donc, du coup, la politique, c'est le servir les citoyens, c'est régler les problèmes de la cité. C'est ça, à la base, la politique. Donc, potentiellement, on en fait tous. Et potentiellement, on en fait tous. Et donc cette politique-là, qui est dans les médias, etc., c'est pas la vraie politique. Une comédie en fait. C'est une comédie, voilà. C'est une comédie en fait. Donc, pardon. Donc du coup, voilà. Donc, et pour ça, il faut déprofessionnaliser la politique. Voilà. Si on enlève tout le fric, etc., le privilège, il faut payer nos élus comme on est payé nous. Voilà, le salaire médian de la population. Sinon, c'est pas possible de. Voilà, et comme ça, on prend des mesures comme ça, et c'est des mesures comment dire, de vertu en fait. Et ça va enlever tout, un petit peu les parasites quelque part, tous ceux qui sont là pour aller à la gamelle en fait. Tous ceux qui sont en politique pour avoir des privilèges, avoir du fric, etc. Voilà. Donc en prenant des mesures simples comme ça, en déprofessionnalisant la politique, eh bien, on, euh, on crée un cercle vertueux en fait. Voilà. Donc en fait voilà pour terminer cette vidéo, du coup il faut pas désespérer. Les mesures elles sont là. Hein, les mesures on pourrait les appliquer, etc. Il y a plein de choses à faire, il y a tellement de choses à faire. On pourrait aussi faire c'est plus qu'urgent, la transition écologique, etc. Parce que euh, voilà, la mer aussi, ça pourrait être un formidable outil, mais voilà, ce qu'on fait aussi, etc., dans les océans, tout ça, donc du coup, on est rentré en mer, en fait, d'une sale façon, en fait. Et donc, du coup, en fait, voilà, j'ai envie de dire, tout est à repenser, et puis il faut pas se dire qu'on n'y peut rien. Si, bien sûr que si. Chacun de nous peut quelque chose. Moi, concernant Colibri, Pierre Rabhi, bon, que je trouve un homme vraiment formidable en fait, etc., très engagé, très passionnant. Et c'est vrai que chacun, le Colibri, chacun fasse sa part. C'est important que chacun fasse sa part mais à un moment donné, la- le système, c'est aussi la société quelque part qui est aussi si elle devient un point néfaste, en fait, voilà, même on a beau faire les petits efforts, en fait, eh bien, tous nos petits efforts, c'est important de les faire quand même. Rien que pour nous, par exemple, pour se dire, bah quand même, je participe pas au massacre du monde, quoi. C'est important de faire ces efforts. Mais comparé voilà, à la pollution des grandes entreprises notamment, etc. Et ben voilà. Donc à un moment donné, il faut repenser le global, quoi. Il faut repenser le global. Mais on peut faire les deux. On peut très bien faire les deux. On peut faire très bien les petits gestes. Et puis essayer voilà, de consommer différemment, etc. Pour soi-même, pour sa famille, etc. Voilà. Et en même temps, repenser le global. On peut faire les deux quand même. Voilà, donc du coup, voilà, mais en tout cas, voilà, les gens ont le pouvoir, en fait. Vraiment, les gens ont le pouvoir. Voilà, les gens ont le pouvoir. Et historiquement parlant, si on regarde
Voilà, dans l'histoire, par exemple, les grandes grèves en 36, etc. Eh bien, là, je regardais encore tout à l'heure sur Arte, c'était c'est sur la résistance, sur Daniel Cordier, un Lyonnais, un résistant, enfin je sais pas s'il est lyonnais, je crois, mais un grand résistant de Lyon qui était secrétaire de Jean Moulin. Donc c'était un film, c'était pas un documentaire, c'était un film voilà, sur Daniel Cordier, mais on a vu Jean Moulin aussi. Donc du coup, voilà, pour dire que après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le CNR, voilà, le Conseil national de la résistance. Après cette horreur absolue de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on a eu le CNR, on a eu les Jours Heureux, le programme du CNR, il s'appelait les Jours Heureux. Création de la Sécu, entre autres les nationalisations, etc. Vraiment, l'humain, le décideur, en fait, reprenait le pouvoir sur l'économique. Voilà, et peu à peu, depuis les années 80, hein, tournant de la rigueur en 83, et bien peu à peu on a commencé à privatiser de plus en plus, on a, euh, on a libéralisé, on a mené des politiques oui, libérales en fait. Hein, on a, donc voilà, on va dire c'est depuis 30 ans aussi qu'il y a aussi cette même politique là. Voilà. Parce que François Mitterrand, hein, qu'on le veuille ou non, il a mené une bonne politique de 81 à 83. Qu'on le veuille ou non, il a fait la cinquième semaine de congé payé, la retraite à 60 ans, un autre truc je crois aussi. Bon, voilà, il y a quand même des avancées sociales. Euh, de 80 à 83, et puis à partir de 83, paf, il y a eu quelque chose, ouais, effectivement, il y a eu le tournant de la rigueur, et puis, et bien après, les politiques économiques se sont ressemblées. La politique économique qui a été sensiblement la même de 83 à nos jours, donc du coup, ça a dégoûté les gens. Ça a dégoûté les gens, c'est ça qui a dégoûté les gens. Que ce soit. Et puis les gens, ils sont de bonne foi, ils veulent le changement, ils voient bien que c'est pas possible, etc. Mais ils croient voter pour le changement. Par exemple le cas de François Hollande. Et bien après, voilà, j'ai vu aussi un truc sur le quinquennat de François Hollande, un documentaire aussi très passionnant, ça aussi, sur effectivement comment le quinquennat de François Hollande, ils n'ont de cesse que de proposer en fait des lois qui n'étaient pas prévues en fait au programme, qui n'étaient pas prévues dans leur programme. C'était des lois libérales, la loi El Khomri, la loi. Enfin, au lieu de faire, au lieu de, faire de répondre aux défis sociaux, écologiques, démocratiques, ils ont mené des choses que personne ne voulait. Ils se sont fâchés avec leur propre électorat, mais encore ça, si c'était que ça, mais ils se sont fâchés. Enfin, ils ont une politique, si on regarde aussi au niveau de l'industrie, etc., ArcelorMittal, tout ça, Florange à l'époque, etc. Donc, parce que au début, il y avait. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais au début, il y avait dans François Hollande. Alors, moi, je n'ai pas cru du tout, mais du coup, il y a eu quand même, au début de François Hollande, eh bien, il y avait Benoît Hamon, euh, Arnaud Montebourg, Cécile Duflot, qui incarnaient, on va dire, un petit peu l'aile gauche, comme ça, du PS. Et puis après, un à un, non, je crois qu'ils sont partis par trois, hein, ils sont partis, et hop, et puis après, on a terminé le quinquennat. On a commencé avec Montebourg, donc la branche un peu souverainiste, un petit peu, voilà, défendre un petit peu l'industrie, Duflot un petit peu l'écologie, et Hamon un petit peu le social. On a commencé là-dessus, on a terminé avec Manuel Valls et Emmanuel Macron. Voilà, donc. Et le bonhomme, François Hollande, ne pouvait même pas se représenter après. Donc voilà, et on n'oublie pas, hein, ça faut pas l'oublier, que Emmanuel Macron, le, c'est la créature de François Hollande. C'est lui qui l'a nommé ministre de l'économie, c'est lui qui l'a fait connaître, quoi, aussi. Hein. Donc voilà aussi. Hein. Donc voilà, mais du coup, voilà, je vais clôturer là-dessus, mais en tout cas, voilà, pour les perspectives, donc que j'aimerais bien voir à l'œuvre. Et tant pis si c'est pas. Enfin, j'aimerais bien que ce soit à l'œuvre auprès de nos gouvernants, mais voilà, hein, à un moment donné, il faut pas avoir de faux espoirs vis-à-vis d'eux. Et il faut que ça faut que ça vienne de nous, en fait, il faut que ça vienne du peuple. En fait, il faut que le peuple vraiment euh,
oui, reprendre le pouvoir, reprendre la main sur son destin. Voilà, c'est tout. On voit de toute façon depuis des années, voilà, notre destin qui nous échappe, etc. Le peuple, il ne demande pas la lune, il ne demande pas à être millionnaire, il ne demande pas, je sais pas, des yachts privés, des yachts, je sais pas moi, il demande juste, on le voit bien de toute façon, les gens qui descendent dans la rue, un travail digne, un logement digne, euh, ouais, une alimentation voilà, digne, de qualité. Ils demandent la base en fait, ils demandent des choses de base en fait, ils demandent simplement une vie digne. Voilà. Et donc là, pour moi, voilà, dans les années prochaines, mois prochains, voilà, ça va être ça, ça va être ça va être donc d'aller dans le sens de se battre pour une vie digne. Voilà. Et pas seulement pour soi-même, parce que c'est bien pour les, comme je disais tout à l'heure, les petits gestes, etc. Pour soi-même, pour sa famille, c'est très bien. Si on peut les faire, il faut les faire. Mais à un moment donné, il y a le global aussi, il y a un système qui est fait comme ça, etc. Et donc, faut pas renoncer à le voir changer, voilà, parce que c'est possible. Ce ne sera pas évident, hein, je suis pas en train de dire, voilà, forcément il y a des intérêts, etc. là-dedans, mais le peuple, voilà, défend l'intérêt, je veux dire, de la vie, en fait. Il y a un intérêt du vivant, en fait, défendre le vivant, simplement. Il faut que le vivant, il faut que l'humain, eh bien, reprenne le pas sur le fric qui a trop pris de place, c'est trop... Voilà, si on regarde aussi les villes, il y a un sujet aussi qui m'intéresse, les centres commerciaux. On a eu aussi, nous, donc, le centre commercial de Confluence, etc. On a eu des centres commerciaux, mais le problème, c'est que les centres commerciaux, ils viennent et ça détruit totalement le commerce de centre-ville, etc. Pardon. Donc du coup, voilà, il y a des choix qui sont faits, etc. Donc le consumérisme, le fric, etc. Bah, il faut se dire, voilà, ça appartient au passé. Et puis maintenant, il faut construire autre chose. Il faut construire une société voilà, plus saine, plus sobre, hein, plus sobre aussi. Voilà, c'est pour nos enfants et puis même pour nous-mêmes en fait, pour nous-mêmes aussi. Hein, c'est voilà, pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Donc voilà. Donc faut essayer. Voilà. Au moins si on essaye, au moins, eh bien voilà, on pourra regarder nos enfants dans les yeux et leur dire, eh bien voilà, la société est ainsi, mais je me suis battu pour qu'elle soit ainsi. Enfin, pour voilà, on pourrait leur dire voilà qu'on s'est battu, qu'on s'est bougé à un moment donné pour agir. Donc voilà. Voilà, du coup, pour les perspectives un petit peu que je dresse, les sujets lesquels je veux voir émerger, etc. Et puis que comment dire, la conscience des personnes grandisse pour qu'on puisse avoir des vraies mesures fortes, des vraies transformations. Pas des mesurettes, pas du saupoudrage, pas des miettes, etc. Non, vraiment de vraies transformations. À un moment donné, c'est capital. À un moment donné, voilà, beau faire les miettes, etc. Non, à un moment donné, voilà, c'est le fond, le fond des choses qu'il faut changer. Voilà. Bah écoutez, à la prochaine. Bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de confinement. Hein. Et puis voilà.